Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes auteur de plusieurs livres à peu près en même temps. Alors, pour ceux qui préfèrent la planification, il y a Le Grand Retour de la planification aux éditions Jean-Cyril Godefroy, La démondialisation aux éditions Seuil et Pour le protectionnisme, c'est la collection Que sais-je chez PUF. Alors, justement, pour le protectionniste que vous êtes, le souverainiste que vous êtes, est-ce que finalement le score d'aujourd'hui est une mauvaise nouvelle ou a-t-on entendu un vote souverainiste hier ? Alors, on n'a pas entendu de vote souverainiste précis, mais il y a évidemment une tonalité souverainiste. Je dois dire, elle englobe même actuellement Emmanuel Macron. C'est ça qui est très intéressant. On a assisté ces 5 dernières années, et en particulier, si vous voulez, depuis les 18 derniers mois, à un basculement, alors, dans les mots. Il reste à voir comment cela pourrait se matérialiser. Mais dans les mots, je ne parle ici que du discours d'Emmanuel Macron, qui maintenant cite régulièrement le terme de souveraineté, pas seulement de souveraineté européenne, il parle aussi de la nécessité d'une indépendance nationale française, ce qui implique évidemment la souveraineté de la nation. Donc on est dans une forme de reconfiguration extrêmement importante. Dans cette reconfiguration, il faut voir que les courants populistes, et ces courants populistes, c'est à la fois Marine Le Pen, on peut la qualifier rapidement parce que ça a quelque chose de faux aussi, de national-populiste, et puis on a un côté social-populiste avec Jean-Luc Mélenchon. On pourrait dire international populiste. Pas nécessairement, parce que regardez, dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, vous avez aussi le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est une vieille tradition d'une partie de la gauche. Par exemple, c'était ce que disait Fabien Roussel, et il est clair qu'il y a toute une partie des électeurs potentiels de Fabien Roussel qui se sont déportés sur Jean-Luc Mélenchon. Ça, il disait, je suis Coco et Cocorico. Bon, et c'est la vieille tradition. 1936, le fameux discours de Maurice Thorez sur le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Bon, c'est une très 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 vieille tradition. Bon, donc on a ça. La deuxième grande caractéristique, c'est que ce premier tour a été en fait un pré-deuxième tour. Alors que traditionnellement, dans le système à 2 tours français, vous connaissez la règle, au premier on choisit, au deuxième on élimine. Eh bien là, on a déjà pré-éliminé de manière à ce que les 3 champions des 3 courants politiques constitués aient une chance de se qualifier. C'est l'effet des sondages notamment, avec le vote utile. C'est pas... Oui, alors les sondages... Si vous voulez, je suis très mitigé sur les gens qui mettent tout sur le dos des sondages. Il faut bien à un certain moment qu'on ait des photographies de l'opinion. Mais il est clair que le fait que l'on voyait à la fin de la semaine dernière, le week-end dernier et les jours qui ont suivi, un mouvement se dessiner et pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon, a tendu à faire pression sur les autres candidats. Beaucoup d'électeurs potentiels de Valérie Pécresse ont d'emblée voté pour Emmanuel Macron. Une partie des électeurs de Fabien Roussel, peut-être de Yannick Jadot, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et une partie des électeurs potentiels d'Éric Zemmour ont préféré prévoter pour Marine Le Pen. C'est ça quand même la deuxième grande caractéristique. Troisième caractéristique, c'est qu'on voit bien qu'il y a une ligne qui a été validée à droite, c'est la ligne populiste. Et que la ligne dite identitaire, même si très clairement Éric Zemmour ne peut pas être réduit à sa caricature identitaire, même s'il donne parfois des éléments pour cela, c'est un autre problème. Bien. Pour vous, la ligne identitaire, c'est devenu un courant comme un autre du bloc populiste, quoi, en fait. C'est devenu un courant comme un autre du bloc populiste, et c'est pour ça que, malgré tout, Éric Zemmour se retrouve sous la barre des 10%, alors que Marine Le Pen, qu'on pensait
être légèrement au-dessus de la barre des 20%, se retrouve nettement au-dessus de la barre des 20%. Alors, moi j'ai une question que je me pose depuis hier. Est-ce que c'est comment dire, est-ce que Marine Le Pen est basse parce que Éric Zemmour lui a grappillé des voix, mais ou alors malgré le fait qu'Éric Zemmour soit haut, Marine Le Pen a réussi à passer au second tour, donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une progression du vote Marine Le Pen quand même malgré la candidature d'Éric Zemmour, ou est-ce que Éric Zemmour a vraiment divisé les voix? Les deux. Les deux. Les deux, très clairement. Il y a une progression parce que une partie des électeurs traditionnels du Front National puis du Rassemblement National ont voté pour Éric Zemmour, c'est certain, et que néanmoins Marine Le Pen a donc atteint son score de plus de 23%. Mais je pense que cet effet de division a été limité parce qu'on voit bien que Marine Le Pen a aussi approfondi sa dimension populiste et regardez les résultats qu'elle fait dans le Nord. Il y a un des départements qui a le plus voté en France, c'est le Nord. Son score à Hénin-Beaumont est tout à fait caractéristique de cela. Donc, aujourd'hui, on a eu une forme on a eu dans cette campagne une transformation de la candidature de Marine Le Pen, qui assume désormais pleinement sa nature populiste. Et ça, c'est quelque chose qui a été peut-être d'ailleurs favorisé par Éric Zemmour, à son corps défendant, si vous voulez. À son corps défendant, il a accéléré cette transformation. Mais de fait, plus Éric Zemmour, de toute façon, avait une position identitaire, plus Marine Le Pen avait une position sociale. Son dernier meeting à Perpignan était objectivement, alors sans faire de comparaison et de comparatif historique douteux, ça ressemblait peu ou prou à ce que pouvait dire Georges Marchais il y a une trentaine d'années. Enfin, il y avait quand même un côté extrêmement social avec une pointe de préférence nationale, mais globalement, le national s'est effacé au profit du social, en tout cas dans la fin de campagne de Marine Le Pen. Oui, et je pense que ça sera encore plus net dans sa campagne de deuxième tour, parce qu'elle sait que sa seule chance de gagner, c'est d'aller chercher les électeurs de gauche. Elle n'ira pas chercher particulièrement les soutiens d'Éric Zemmour pour vous. Qui de toute façon vont se reporter assez naturellement. Il n'y a pas trop besoin d'aller les chercher. Je pense que c'est le calcul qui sera fait. Je pense que c'est le calcul qui sera fait. Et si elle veut avoir une chance, elle doit, et ça c'est clair, marteler sur un certain nombre de thèmes qui sont très sensibles dans l'électorat populaire, le thème de la retraite et le thème du pouvoir d'achat. Et il faut lui reconnaître que son intelligence de mettre ces thèmes, en particulier le pouvoir d'achat, en tête de gondole dès le départ de la campagne, explique aussi le fait qu'après avoir été à un moment donné au coude à coude avec Éric Zemmour, elle ait fait la différence. Mais elle n'a pas visiblement pas énormément non plus convaincu à gauche, en témoigne le score de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est intéressant, le score de Jean-Luc Mélenchon est très haut, historiquement très haut. Là, il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'une part le fait que Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne, comme Marine Le Pen d'ailleurs. Ça, c'est clair. Deuxièmement, la partie de la gauche résiduelle, qui était au PS, par exemple. On est passé de 6-6 pour Benoît Hamon à, je crois, 1-7 ou 1-8 pour Anne Hidalgo. Bon. Cette partie-là, même chose d'ailleurs dans l'électorat de Jadot. Oui. Cet électorat-là s'est dit, quelles que soient nos divergences avec Jean-Luc Mélenchon, il vaut mieux voter pour lui dès le premier tour, parce qu'il a peut-être une chance d'être le deuxième et non pas le troisième. C'est ce qu'on disait sur le pré-premier tour. C'est clairement cet effet-là qui a joué. Parce que regardez, quand on voit l'électorat traditionnel de la France insoumise, c'est actuellement 10 à 11%. Il est à 21%. Ça veut donc dire qu'il a eu une capacité de rassembler des gens qui ne font pas partie de son électorat naturel. Et qui habituellement ne votent pas, parce que les chiffres dans les quartiers populaires, dans à forte proportion immigrée, sont hallucinants en faveur de Mélenchon. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais par exemple, Bobigny a voté à 60% Jean-Luc Mélenchon au premier tour. On a eu des témoignages d'élus locaux qui disaient que ça a été la descente des grands frères, entre guillemets, qui a amené les jeunes au bureau de vote. On a des principaux rappeurs qui ont appelé à voter Mélenchon, des principaux influenceurs un peu de cette communauté-là aussi. Enfin, il
Il y a aussi un vote communautaire qui a énormément profité à Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui a profité, c'est certain. Énormément, je n'en suis pas sûr. Il faut faire le compte de ces électeurs. Bien sûr. Sont-ils réellement si importants? Si vous voulez, c'est assez facile. Vous prenez le nombre d'électeurs que vous avez dans ces zones, hein. Il ne faut pas regarder au niveau du département, il faut regarder au niveau des agglomérations. Vous multipliez par le pourcentage qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon et vous comparez ça au total de ses voix. Oui, bien sûr. Donc, on verra. Oui, ça a joué, mais je ne pense pas que ça ait joué à plus de 3 ou 4%. C'est grosso modo un quart des voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut expliquer les 3 autres quarts. Et c'est ça qui est important. Jacques Sapir, donc vous avez expliqué qu'il y a plusieurs blocs populaires aujourd'hui, donc celui de Marine Le Pen, celui de Jean-Luc Mélenchon, peut-être même une partie de celui d'Éric Zemmour, à voir, et qui s'oppose donc à ce bloc élitiste pour reprendre la séparation de Jérôme Sainte-Marie. Mais ce sont des blocs qui se divisent donc en fonction d'une catégorie sociale. Si on revient sur les projets, est-ce que le bloc populiste se confond avec le bloc souverainiste et le bloc élitiste avec le bloc mondialiste ? Oui, en partie, mais là encore, si vous voulez, il faut faire très attention. La politique est très rétive à des ruptures franches ou à des coupures franches. Alors oui, c'est évident. On retrouve une partie de cet électorat mondialiste, ou disons des gagnants de la mondialisation, ce que je préfère comme expression. On retrouve une partie de cet électorat, c'est évident, dans l'électorat d'Emmanuel Macron. Bien. Mais pas que. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a assumé, dans les mots, je dis bien dans les mots, je ne parle pas des actes, mais dans les mots, a assumé aussi un autre personnage depuis grosso modo 18 mois. On peut même dire pratiquement 2 ans, hein, si vous voulez. Le basculement se fait avec la crise de la Covid-19. Et ça a pu attirer à lui une partie de l'autre électorat. De la même manière, on a nécessairement un électorat souverainiste derrière Marine Le Pen et derrière Jean-Luc Mélenchon, pour la bonne et simple raison que, effectivement, la mise en place de leur programme, admettons que l'un ou l'autre soit élu, impliquerait la reconstitution d'une partie de la souveraineté de la France. Mais donc si on calcule, ça fait 45% des voix pour le bloc, plus ou moins, en tout cas, pour une idée souverainiste. Et même au-delà, parce que je pense qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan, il y en a chez Éric Zemmour. Et même au-delà, parce que je pense qu'il y a une partie du vote souverainiste qui est allée chez Emmanuel Macron. Regardez le ralliement de Jean-Pierre Chevènement. Oui, mais oui, si vous voulez, quand vous êtes face à ça, alors on peut dire, il fait une erreur, mais le problème n'est plus là. Le problème, c'est Emmanuel Macron est aujourd'hui aussi en capacité de parler marginalement, mais de parler quand même. Oui, mais lui, il parle de souveraineté européenne, vous le savez bien. Mais pas que. Systématiquement, derrière souveraineté française, il y a marqué... Oui, c'est vrai, sauf que les gens entendent indépendance nationale plus que souveraineté européenne, parce que les gens, et à juste titre, disent, c'est quoi la souveraineté européenne ? C'est quoi ? On voit bien que ça n'a pas de contenu réel. Bien. Donc, je dis bien au niveau des paroles. Je ne dis pas au niveau des actes. Hein. Oui, alors dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui se réclame de la mondialisation. Enfin, oui, absolument. Là, vous avez tout à fait raison. C'est très important. On voit que les turiféraires purs et durs de la mondialisation ont quasiment disparu. Regarde, même l'évolution de Barnier au sein des Républicains. Lors de la fameuse primaire qui n'était pas une primaire, mais qui en était une. Monsieur Europe fédéral. Voilà. Et qui dit il faut un référendum. Enfin, c'était hallucinant. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a extrêmement peu de femmes et d'hommes politiques qui soient prêts à défendre mordicus les thèmes traditionnels de la mondialisation, c'est-à-dire le libre-échange à tout va, c'est-à-dire la domination du marché sur les sociétés, la domination des normes sur le politique. Bon, tout cela est en très fort recul. Et si vous voulez, ce n'est pas être pro-Macron que de considérer qu'il a senti ce type de mouvement, qui est un mouvement très profond. Oui, le vent, en fait, il a senti le vent tourner. Il a senti le vent et qu'il s'est adapté.
et qu'il s'est adapté. Il est très très bon pour ça, Emmanuel Macron. Oui, mais donc finalement, vous nous dites un peu comme on disait à une époque, la droite a gagné la bataille des idées, là c'est le souverainisme a gagné la bataille des idées. Comment ça se concrétise aujourd'hui ? Vous qui avez écrit un livre sur le protectionnisme, un sur la démondialisation et un sur le grand retour de la planification, est-ce que vous voyez une porte s'ouvrir vers ce genre de voie au second tour là ? Alors, là encore, les mouvements qui traversent la société française ne trouvent pas nécessairement de forme de représentation claire d'un point de vue politique. Bon. Ce que je pense, c'est que qui que soit qui soit élu, et je pense que malheureusement, il y a une probabilité, mais loin d'être une certitude, par ailleurs, parce qu'à 54-46, on est vraiment dans la marge d'erreur. Bon, mais il y a quand même une probabilité que ce soit Emmanuel Macron. Admettons que ce soit Emmanuel Macron qui soit réélu. Les pressions vers plus de protection, vers la reconstruction d'une économie française seront très fortes. Regardez déjà le plan qu'il a annoncé, le plan 2030, et le retour à un grand programme électronucléaire français. Alors bien sûr, quand on va mettre le nez dans la réalité c'est toujours des choses, en même temps, il y a toujours beaucoup d'éoliennes à côté, il y a toujours... au niveau des crédits, il n'y a pas photo. Quand on veut reconstruire le parc nucléaire français, c'est 7 à 8 fois les sommes nécessaires au développement de l'éolien. Donc, bien sûr, il y aura toujours de l'éolien, mais cet éolien sera financièrement et industriellement mineur par rapport à ce programme nucléaire. Bien. Après, quand on met le nez dans la technique, on voit que si on veut avoir un programme nucléaire de ce type-là, il faut que l'on redéveloppe des sous-traitants, en particulier dans la sidérurgie, ou disons dans le travail des métaux à très haute température, que l'on redéveloppe des sous-traitants pour tout ce qui est turbines, etc. Donc, ça peut être un moteur d'industrialisation. Alors, la critique que l'on peut faire, c'est que pour l'instant, les crédits qui sont alloués à ça restent largement insuffisants. Mais de deux choses l'une, où on abandonne ce programme, et on voit mal dans le contexte actuel, à la fois marqué par la transition énergétique et par la guerre en Ukraine, et le problème de la nécessaire indépendance énergétique de la France, on voit mal Emmanuel Macron reculer, donc il ne pourra aller que de l'avant. Et c'est ça, si vous voulez, qu'il faut comprendre. S'il n'est pas capable de le faire... Il céderait à la pression, finalement. Ce qu'il a toujours fait. Mais écoutez, regardez comment s'est soldé le mouvement des Gilets jaunes. 17 milliards injectés dans la consommation. Mais Emmanuel Macron... Oui, mais regardez Alstom, regardez tous les autres. Alstom, c'était avant. Alstom, c'était avant. Oui, mais... Alstom, c'était sous François Hollande. Oui, mais c'était Emmanuel Macron. Bien sûr, mais c'était sous François Hollande. Et on voit bien qu'à partir du moment où il est en responsabilité, chaque fois qu'il se rend compte qu'il est face à quelque chose de dur, que ce soit un mouvement social, que ce soit des changements dans le contexte géostratégique, il s'adapte. Alors, il s'adapte à moi. C'est extrêmement inquiétant ce que vous dites, Jacques Sapir. En fait, en réalité, en gros, Emmanuel Macron n'a aucun cap, aucune vision à long terme, et voilà, au moindre obstacle, il contournera, il changera, il retournera sa veste, et en réalité, la France continuera de louvoyer, et on ne verra pas plus loin. Mais c'est ce que je pense. Et c'est encore plus effrayant que si c'était acharné. C'est ce que je pense. Je pense aussi, et c'est peut-être là où je serais un peu moins pessimiste que vous, que les tendances de long terme que l'on a au niveau international sont telles qu'elles nous poussent qu'elles vont pousser, quel que soit le gouvernement. Bien sûr que je souhaiterais une ou un président qui prenne ça à bras-le-corps, qui prennent, comme on dit, le taureau par les cornes, et qui décident, qui disent, voilà, il faut réindustrialiser, il faut redévelopper toute une série de secteurs. Oui, pour cela, nous avons besoin de protection. Oui, pour cela, nous avons besoin d'une forme de planification telle que la France l'a connue de, grosso modo, 1946 au début, à la fin des années 70. Bon. On a un haut commissaire au plan, pourtant. Oui, alors, c'est intéressant, d'ailleurs, que Emmanuel Macron ait recréé un haut commissariat au plan. Alors, bien sûr, il lui donne uniquement une fonction de prévision, ce qui est assez ridicule par rapport à l'idée du plan. Mais néanmoins, le mot a été utilisé.
Et quand un mot a été utilisé, vous pouvez assez rapidement lui donner un autre sens, une autre signification. Donc, pour vous, finalement, les choses ne vont pas si mal pour le courant souverainiste. Oui, parce que je pense qu'il avait déjà pratiquement gagné la bataille en 2017. Et là, il l'a infusé dans quasiment tous les partis. Dans pratiquement tous les partis. D'une certaine manière, c'est une situation qui est comparable à la situation des écologistes, si vous voulez. On voit bien qu'aujourd'hui, aucun parti, pratiquement, peut-être Éric Zemmour qui s'est moins rallié, aucun parti ne refuse l'idée qu'il y ait effectivement la nécessité d'une transition énergétique et d'un virage écologique important à prendre dans les 20 ou 30 premières années. Bon. Ça ne donne pas pour autant des voix à Yannick Jadot, si vous voulez. Et c'est assez normal, parce qu'il a mis uniquement son programme là-dessus, et en réalité, le programme d'une présidentielle, c'est un programme pour la France globale. Ça ne peut pas être une seule idée. Bon, donc, c'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui pour le souverainisme. Le souverainisme a largement infusé. Après, bien sûr, il serait mieux qu'il ait une incarnation, et il serait mieux qu'il y ait, pour la place de la France, autre chose qu'un gouvernant qui soit tellement sensible aux différents vents que par moments, il donne plus que l'impression d'hésiter. Ça, c'est un autre problème. Et une dernière question pour finir. Est-ce que Marine Le Pen est vraiment souverainiste, selon vous ? Oui, ça me semble clair, même si elle a peu utilisé le terme. Vous prenez l'ensemble des mesures qu'elle propose, chacune de ces mesures impliquerait un retour à la souveraineté. C'est exactement... Donc elle peut tirer la couverture souverainiste à elle pour ce second tour. Pour ce second tour, elle peut absolument tirer la couverture à elle, comme le faisait pendant la campagne du premier tour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup Jacques Sapir, économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et ces 3 livres, Le grand retour de la planification aux éditions Jean-Cyril Godefroy, La démondialisation aux éditions Seuil et Pour le protectionnisme, c'est la collection Que sais-je chez PUF. Merci beaucoup à vous Jacques Sapir. Vous avez apprécié cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.